les 12 objectifs stratégiques du plan d'action de Pékin, Beijing maintient progrès et avancée. En 1995, des milliers de militantes des droits des femmes, les acteurs des organisations de la société civile, les responsables du gouvernement, les responsables des Nations Unies se sont réunis à Pékin pour adopter un plan clair. Le programme d'action de Beijing. Ceci leur a permis de réaliser l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et des filles. Plus récemment, en 2015, les acteurs du gouvernement ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030, les engageant également à réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles d'ici 2030. Pourtant, il reste encore à faire parce que dans nos pays aujourd'hui, comme le modérateur l'a dit au début, le respect de l'égalité des sexes n'est pas effectif. Parce que dans nos bureaux aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a la majorité des hommes qui occupent des bureaux très importants. Les responsabilités sont plus adressées à l'égard des hommes qu'aux femmes. Nous voyons également des femmes qui sont au foyer, des femmes qui ne sont pas au courant des privilèges qu'ils ont, qui sont au foyer, qui sont influencées par le dynamique du pouvoir de leur mari, l'influence du pouvoir de leur mari. Tu es fait pour la maison, tu es fait pour t'occuper des enfants, tu es fait pour t'occuper, en ce qui concerne en brief, la maison. Il y a également des filles dans des zones un peu reculées encore aujourd'hui qui sont envoyées au marché. C'est une triste réalité. Nous voyons encore des petites filles qui sont confiées à des personnes en ville au détriment de leur éducation, de leur scolarisation. Nous pouvons donc dire que les progrès en matière des droits de femmes sont menacés. Nous avons les contre-coups du féminisme, le dynamique du pouvoir, comme je l'ai précisé, les coups politiques, etc., qui entraînent des inégalités entre les hommes et les femmes. 2020 est donc une année décisive pour les droits des femmes, pour marquer les 5 ans depuis l'adoption du programme de Pékin et 5 ans depuis l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030. C'est donc une période cruciale au cours de laquelle les organisations des droits des femmes, les organisations de la société civile, les féministes, comme vous et moi, ici présents aujourd'hui, nous devons jouer un rôle dans le processus. Nous devons amener l'information dans les oreilles, que cela circule un peu partout. Parce que sans nous, je ne crois pas qu'il y aura de changement. Parce que tout développement aujourd'hui dépendra de la femme. Parce que depuis la maison, c'est la femme qui inculque le savoir, le développement dès les bas âges à l'enfant. Pourquoi ne pas donner ce privilège à cette femme qui n'est pas au courant de ce droit qu'elle a? Pourquoi ne pas donner ce privilège à ces filles qui ne sont pas au courant de tout ceci? Ces femmes qui sont dans les zones reculées, qui sont livrées aux travaux champêtres, pourquoi ne pas les informer?
sensibilisation, par nos interventions, partout dans le monde. Cette responsabilité nous incombe tous. Pour atteindre leur but, 12 objectifs ont été définis lors de la conférence mondiale de Pékin avec les 189 États présents. Il s'agit entre autres de lutter contre la pauvreté croissante des femmes, favoriser l'égal accès à l'éducation et à la formation, favoriser l'égal accès aux soins et aux services sanitaires, lutter contre la violence à l'égard des femmes, combattre les effets des conflits armés sur les femmes, promouvoir l'égalité au sein des structures et des politiques économiques légales, accès à toute forme d'activité de production et aux ressources. Encourager le partage du pouvoir et la prise de décision. Soutenir les mécanismes de promotion de la femme. Assurer le respect des droits fondamentaux des femmes et les carences de la promotion et de la protection de ces droits. Lutter contre l'image stéréotypée de la femme et l'inégalité d'accès de la participation des femmes dans la communication, notamment les médias. Favoriser l'égal accès à la gestion des ressources naturelles et à la préservation de l'environnement. Abolir la discrimination à l'égard des petites filles et les violations de leurs droits fondamentaux. Échanger sur la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'endroit des femmes. Je demanderai votre attention afin que le débat soit davantage enrichissant. Alors, nous allons partir sur un point. Je vais en un premier temps informer sur l'essentiel, c'est-à-dire que retenir de cette convention, aborder ensuite les thèmes clés et aborder pourquoi pas des exemples pratiques ou palpables contextualisés dans notre pays, le Bénin. Alors, la CEDEF est un document international ratifié par plusieurs pays, l'Europe, la Tunisie, le Maroc, etc. En résumé, 18 pays, mais signé par 14 pays réellement. La CEDEF a été ratifiée le 18 décembre 1979, mais est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Et donc, cette convention-là existe depuis des lunes. Quel est le rôle des États qui ont signé, je dirais, qui ont donné leur accord pour cette convention? Ces États-là ont pour rôle d'assurer l'égalité des droits de l'homme et bien sûr de la femme dans l'exercice de tous les droits de l'homme et de la femme, parlant bien sûr des droits économiques, des droits sociaux, des droits culturels, des droits civils, politiques et j'en passe. Ces États-là ont également pour rôle de prendre des mesures appropriées pour modifier les schémas et les modèles de comportement socio-culturels en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières. Ces États-là doivent faire ou font en sorte que l'éducation familiale contribue à bien faire. De manière pratique, nous devons dire que ces États-là doivent veiller à ce qu'il n'y ait plus de discrimination sous aucune forme à l'endroit
des femmes et bien sûr des filles, puisque nous parlons ici de la gente féminine d'une manière générale. Je vais, pour aborder des cas pratiques, donner quelques exemples que nous observons au Bénin. Au Bénin, on dit par exemple, dans certaines régions, que la femme n'a pas le droit de donner son opinion dans un foyer. Que la femme n'a pas le droit, par exemple, de mettre à nu une partie de son corps. Ça, c'est la religion qui le dit. Mais ce sont des formes de discrimination, car la discrimination, je rappelle, constitue à mettre à part un groupe social, à leur attribuer des règles qui ne sont pas reconnues officiellement par l'État, des règles qui sont reconnues par des coutumes, par des mœurs, des règles qui ne font en réalité qu'arriérer la femme et la rendre subalterne. Je vais également donner l'exemple de ce que certaines femmes, parce qu'elles sont victimes de la discrimination, vont jusqu'au suicide. C'est le cas des divorces. On constate souvent que la femme béninoise, surtout celle analphabète, lorsqu'elle subit des discriminations ou des violences, ne veut pas forcément quitter son foyer pour avoir la paix du cœur. Elle ne veut pas quitter son foyer pour être épanouie. Elle préfère se livrer à cette forme de discrimination-là parce qu'elle se dit qu'elle tient à son foyer. Elle tient à ses enfants, elle ne pourrait pas les laisser pour qu'une autre personne vienne diriger, gouverner ou malmetter ses enfants. Et pour ces différentes causes-là, elle préfère se sacrifier elle-même. Elle préfère s'exposer elle-même à ces formes de discrimination. Dans ces conditions, je me pose une question à tous. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Les organisations de la société civile à l'échelle nationale, régionale ou internationale feront leur partition. Mais je crois que la grande partition reviendra à chaque femme pour le fait qu'elle ne doit pas se taire, pour le fait qu'elle doit forcément briser le silence. Personne ne viendra changer le quotidien d'une femme de manière efficace. Je dis bien, personne ne viendra changer le quotidien d'une femme de manière efficace sans elle-même, sans sa contribution. Les textes, les lois, les conventions existent certes pour être utilisées, pour être appliquées, pour être mises en vigueur. Mais personne ne sera dans chaque coin du monde pour veiller à cela, si ce n'est la femme elle-même. Et je dis que cela interpelle chacune de nous. Je complète pour dire chacun de nous, parce qu'on ne peut pas mener ce combat-là sans les hommes. Le constat d'une manière générale est que la majorité de ces victimes sont pour la plupart des femmes analphabètes. Mais l'autre constat également est que dans les milieux urbains, cela existe bel et bien. Cela existe. Et ce qu'on constate dans le milieu urbain, c'est que des femmes, de par déjà leur posture sociale, subissent encore en silence. Et là, le risque est deux fois grand. Pourquoi je le dis? Celles du village subissent en silence parce que pourquoi? Elles n'ont peut-être pas l'information, parce qu'elles ont peut-être l'information et que le message a été modifié, parce que la transmission du message d'oreille en oreille, de bouche à oreille, connaît peut-être des modifications. La transmission, puisqu'elle ne comprend pas directement le français, connaissent également une déformation dans les messages. Donc elles subissent plutôt pour cette raison. Et l'autre raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est qu'elles subissent également parce qu'elles tiennent à leur foyer, elles tiennent
et qui est instruite, suivie, parce qu'elle n'a pas le courage d'extérioriser ce qu'elle subit. Elle se dit, c'est à moi, ça arrive. Vu ma posture, vu mon rang social, je dois encore aller dénoncer. Elle a peur du qu'on dira-t-on. Et je voudrais vous demander, chères dames, que le combat aujourd'hui doit être mené dans tous les milieux urbains et milieux ruraux, quel que soit le statut de la femme. Et s'il est encore possible de prendre la femme dans son entièreté, c'est-à-dire de ne pas considérer le fait qu'elle soit instruite, le fait qu'elle soit analphabète ou non, je pense que nous allons mener efficacement ce combat. Parce que les femmes en milieu urbain subissent en silence également. Il ne suffit pas de dire parce qu'elles sont instruites, elles subissent ça. Je connais mes droits, oui, mais comment est-ce que je paye à leur effet? Je sais que je ne dois pas être victime d'une discrimination. Je sais que je peux porter ce que je veux pour sortir, tant que je respecte les tests étatiques, les tests de la République. Mais parce que mon entourage me juge, je m'exprime moi-même et à partir de ce moment-là, je ne suis plus épargnée. Je voudrais, avant d'épuiser les minutes qui me sont données, recueillir vos préoccupations par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure. Les tests existent, les conventions existent, donc comment les appliquer? Je vous remercie. Je suis très contente d'être ici ce matin et ma présentation va se structurer en trois parties. Je vais vous parler en 5 minutes rapidement du protocole de Maputo et je vais parler en 5 minutes de l'enjeu du moment et en 10 minutes je vais faire mes recommandations en termes de qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les voix des femmes et des filles du Bénin comptent dans les différents forums de génération égalité. Parce que c'est ça l'enjeu. Alors, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, c'est un accord en complément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui met un accent sur les droits des femmes. Et ça a été adopté lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement à Maputo, d'où le nom, le protocole de Maputo. Alors, le protocole met un accent sur les droits des femmes, mais essentiellement sur la participation des femmes dans la politique. Le protocole met aussi un accent sur comment éliminer toute forme de discrimination basée sur le genre. Le protocole met également un accent sur l'élimination des mutilations génitales féminines en Afrique. Et le protocole met également un accent sur comment est-ce qu'on fait pour que les femmes puissent participer dans les décisions qui se prennent au niveau non seulement local, mais également au niveau national. Alors, par rapport à ce protocole, je vais dire tous les accords, protocoles nationaux comme internationaux, ce sont des outils. Ce ne sont pas des garants de l'action. Ce sont des outils et des instruments sur lesquels les gouvernements, les organisations de la société civile vont se baser pour agir sur le terrain. Et c'est pour ça que nous remarquons que ces outils sont là, mais ça ne bouge pas assez. Parce que quoi qu'on dise, ça reste des outils. Nous allons voir le changement dès lors que ces outils sont traduits en agenda. Des agendas bien démultipliés au niveau local, national comme international. Et ces agendas maintenant vont se traduire en action et en programme au niveau de différentes parties prenantes. Donc nous pouvons avoir des milliers d'accords, des milliers de protocoles, dès lors que ces protocoles ne sont pas traduits en des agendas concrets et précis, on ne peut pas parler de changement. Et c'est là notre enjeu aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'instruments, mais comment est-ce qu'on s'assure que les gouvernements utilisent ces différents outils pour engager des actions pour la promotion des droits des femmes et des filles? Alors, ce qui est essentiel pour moi, j'ai lu la vision de cette consultation
qui est très bien et très clairement énoncée, garantit que les engagements des forums sur l'égalité entre les générations tiennent compte des besoins et des aspirations des Béninois dans leur diversité. Et ça, c'est très important, parce que tant que nous n'aurons pas une voix, là où ça se décide, et là où ça se pense, là où les gens prennent les décisions pour nous, on ne peut pas régler les problèmes qui sont pour nous. Et pour cela, il est très important de libérer la parole et d'en parler. Donc je disais tantôt que les protocoles et les accords sont des outils, des instruments, mais l'essentiel pour nous, c'est d'agir. Il est très important également de voir, c'est vrai que les pays vont présenter leurs rapports pour Beijing, les rapports nationaux, mais l'enjeu également, c'est de regarder le futur. Ces rapports sont là, nous avons dit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, il n'y a pas eu de changement d'accord. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour que dans le futur, nous ne revenons plus parler de ces mêmes choses? Comment est-ce qu'on peut faire pour que désormais les États puissent prendre leurs responsabilités et agir de façon précise et concrète? Je vais beaucoup plus m'accentuer sur mes recommandations et après je pourrai donner des informations essentielles sur le protocole. Parce que pour moi, ce qui est très important, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les voix des filles et des femmes comptent lors de ces différents forums et agendas. Parce que dès lors qu'on n'a pas de voix, là où ça se passe pour nous, on ne peut pas espérer de changement. Je vais faire quelques petites clarifications avant de commencer, des clarifications qui sont pour moi très importantes. Quand on parle d'égalité des sexes, à quoi est-ce que nous aspirons? Quand on parle d'égalité des droits, qu'est-ce que nous voulons? D'abord, il est très important de clarifier que ce n'est pas une guerre entre les sexes. Et ce n'est pas monter les hommes contre les femmes. Non. Quand nous aurons une société égalitaire, à quoi est-ce que ça va ressembler? Les filles et les garçons, les hommes et les femmes auront les mêmes droits, les mêmes opportunités, les mêmes chances de réussir dans la vie, de vivre une vie épanouie, de contribuer au développement de la société, sans la crainte de subir n'importe quelle violence à un moment donné de leur vie, sur le simple fait d'être fille ou garçon, d'être homme ou d'être femme. Donc c'est très important de le mentionner et également évoluer dans la dignité, dans le respect de leur identité, quel que soit leur choix. Et quand on prend les femmes au Bénin, on a des femmes avec différentes sortes de convictions. C'est comment on fait pour que cette société soit sécurisée, sûre, pour chaque femme, peu importe ses valeurs. C'est très important. Quand on parle de qualité des sexes, l'homme et la femme, biologiquement, sont différents et complémentaires. Mais en termes de droits, en termes de chance, en termes d'opportunités, en termes du statut des deux dans la société, on devrait pouvoir réaliser l'égalité des droits de combat. C'est très important pour moi pour qu'on comprenne que quand on parle d'égalité des sexes, ce n'est pas du tout pour dire que les femmes vont marcher sur les hommes, mais ce que nous voulons, c'est que nous puissions arriver à une société où et les hommes et les femmes réalisent leur potentiel et participent au développement de la communauté. Donc c'était pour faire cette première clarification. Quand on parle déjà du forum Génération Égalité, c'est vraiment déjà à un niveau mondial. Donc pour mieux comprendre la chose, il faut vraiment prendre ça à différents niveaux pour mieux l'expliquer. Donc on va prendre le niveau national. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'abord au niveau local avec les femmes qui sont dans les milieux ruraux? Qu'est-ce que nous pouvons faire? En plus, comment traduire les voix de ces femmes et les remonter vers les gouvernements qui vont maintenant les traduire au niveau mondial? Parce que ce qui est sûr, nous ne pouvons pas espérer que toutes les femmes participent au forum de Génération Égalité, mais nous pouvons nous assurer que les voix et les aspirations de ces femmes transparaissent dans tout ce que nos gouvernements vont présenter là-bas et dans les différentes décisions qui vont être prises, que les besoins et les aspirations des femmes transparaissent. Alors, nous allons nous attaquer d'abord aux personnes qui pensent des politiques dans nos pays. Tout ce qui est politique et lois qui sont exécutées dans nos pays, ce ne sont pas juste des politiques que les gens prennent juste comme ça sur un coup de tête, mais c'est tout bien structuré. Ce sont des personnes qui prennent cette décision. Donc si nous devons agir, c'est très important d'agir sur les personnes qui pensent, qui créent les politiques qui vont impacter la vie de chaque citoyen dans la société. Après, comment est-ce qu'on s'assure que ces différentes politiques sont
concrétiser en des actions qui vont même jusqu'à voir la femme qui est à Tumi, la femme qui est dans le milieu très reculé du Bénin. Qu'est-ce que moi je pense que nous pouvons faire? Génération Égalité, c'est un forum intergénérationnel. Donc ça allie les personnes des générations naissantes, les personnes de la génération actuelle, les personnes des générations qui sont en train de passer. Donc ça inclut tout le monde. C'est très important d'avoir cela à l'œil pour mieux voir comment est-ce que nous pouvons faire pour impacter les choses. Alors moi, ma première recommandation que nous pouvons faire au Bénin, c'est de constituer une force opérationnelle qu'on appelle task force en anglais. C'est quoi une force opérationnelle? C'est une force qui a été constituée de façon ponctuelle et temporaire pour exécuter une action donnée. Et une force opérationnelle, c'est comme un réseau, c'est comme un mouvement, c'est comme un bloc qui regroupe beaucoup de personnes. Pour faire pression aujourd'hui sur le gouvernement, on ne peut pas être 2 ou 3 individus ou 2 ou 3 organisations de jeunes, de femmes ou de féministes. C'est très important que nous ayons cette force opérationnelle qui prend en compte presque toutes les organisations qui agissent pour les droits des femmes au Bénin. Parce que plus nous sommes nombreux, plus notre voix va peser et les gens vont nous écouter. Donc c'est très important que cette consultation a démarré, mais il est urgent de rallier encore beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'organisations, beaucoup plus de personnes ayant des voix qui portent dans nos communautés pour pouvoir mieux conduire le mouvement. Et après avoir constitué cette force opérationnelle, je dirais qu'il est important de libérer la parole. Quoi que ce soit ce que nous allons dire, les femmes sont trop les victimes, c'est toujours elles qui parlent. Ce n'est pas possible de parler aux inégalités sans en parler. C'est très important, c'est le niveau 1, c'est la base. Si nous n'en parlons pas, on ne peut pas aspirer à un changement. Donc c'est très important de libérer la parole autant que possible pour que les femmes parlent de ce qu'elles vivent, pour que les femmes parlent de leurs défis, de leurs challenges, de leurs rêves, de leurs aspirations. Et c'est quoi un Bénin égalitaire pour les femmes? C'est très important de les écouter sur cette question parce que nous pouvons rester ici et parler au nom des femmes et dire que pour la femme qui est dans le village, elle veut telle chose, alors que dans son contexte à elle veut des choses beaucoup plus précises et même pour elle, ceci ne passe pas avant ceci, elle a des priorités. Donc c'est très important de libérer la parole pour que les femmes disent quelles sont leurs priorités, quels sont leurs rêves, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs aspirations. C'est quoi un Bénin basé sur l'égalité des droits pour les femmes dans leur contexte actuel? Ce Bénin va ressembler à quoi? Nous allons écouter ces femmes et récolter. Je voudrais réellement que cette consultation prenne en compte toutes les diversités de femmes que nous avons, sans oublier les jeunes filles aujourd'hui. Et après avoir fait cette consultation et avoir les voix des femmes qui parlent sur leurs aspirations, c'est important d'interpeller les autorités par rapport à ça. Là, nous avons les aspirations réelles des autorités et c'est dans notre droit de leur dire ce que vous allez présenter à Génération Égalité. Nous voulons que ça reflète ce que les filles et les femmes désirent réellement. Nous ne voulons pas les discours qu'on va concocter à la hâte pour présenter juste pour faire bonne impression. Nous voulons réellement que ce que les femmes veulent, que ce soit vous présenter. C'est dans cela que moi je trouve très pertinent l'initiative de Voix Compte, qui réellement va permettre aux femmes de s'exprimer sur pour elles, c'est quoi les priorités. Et le fait que cela soit en ligne permet à tout le monde entier de voir réellement qu'est-ce que les femmes disent. Et l'autre chose sur laquelle on veut s'appuyer, c'est que Génération Égalité ne donne pas seulement le privilège au président, au chef d'État. Génération Égalité donne le privilège aux jeunes féministes, qui n'iront pas dire des choses qui n'existent pas, mais qui iront dire la réalité et ce qu'il faut faire. Donc c'est très important de les inclure dans le processus parce que nous aurons l'assurance que c'est réellement ce dont nous allons parler, réellement ce dont nous avons besoin qui va transparaître. Il faut interpeller les autorités, faire des plaidoyers pour qu'ils nous écoutent. Et d'abord, le niveau simple, c'est de présenter les résultats issus de la consultation aux autorités. Mais ça ne s'arrête pas du tout là, parce que pour les amener à prendre une décision, c'est vraiment un processus long et qui inclut beaucoup de personnes, les jeunes, les influenceurs, les personnes qui sont des leaders de parole, des personnes qui peuvent changer les choses comme notre maman Angélique Ido, qui est un atout incontournable pour nous aujourd'hui. Elle a participé au forum du G7 et ce n'est pas n'importe qui participe. Elle a déposé de gros financements pour les femmes de l'Afrique de l'Ouest.
un atout incontournable que nous pouvons utiliser parce que sa voix porte et sa voix peut influencer. D'ailleurs, sa voix va influencer dans ce processus. Donc c'est très important pour nous de prendre ça comme un atout, un profit pour mettre pression sur le gouvernement. Et mettre pression, ça passe par beaucoup d'actions de communication, que ce soit en ligne, que ce soit sur le terrain, et que les femmes prennent la parole. C'est très important. Même en langue locale, on peut donner la possibilité aux femmes de prendre la parole, de dire leurs priorités. Et après, il faut que les représentants de notre société civile intègrent les coalitions d'action de génération égalité. Quand on parle de génération égalité, il y a 6 coalitions d'action. Et ces coalitions d'action vont être découpées en de petites actions qui vont être exécutées dans tous les pays. Donc si nous n'avons pas de représentants dans cette coalition d'action, nos priorités ne passeront pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Tant que nous n'avons pas assez gros espaces où les choses se décident pour nous, on ne peut pas prétendre influencer quoi que ce soit. Donc c'est très important. Il y a la coalition violence basée sur le genre, la coalition justice et droit économique, la coalition autonomie corporelle et droit en matière de santé sexuelle et reproductive, il y a la coalition mouvement et leadership féministe, il y a la coalition des technologies et innovations pour l'égalité des sexes, il y a la coalition action féministe pour la justice climatique. Donc c'est de voir dans toutes ces coalitions quelles sont les coalitions prioritaires dans lesquelles nous pouvons nous retrouver et participer aux travaux pour que nos actions puissent transparaître. Donc c'est très important, il y aura un appel qui sera lancé. Je propose de soutenir le maximum de personnes possibles, de femmes, de filles, de villages, à postuler pour être des représentants de ces coalitions-là. Parce que ces coalitions vont travailler et designer les agendas qui vont être exécutés. Parce que l'autre chose, on parle des ODD, objectifs de développement durable, et la décennie 2020-2030, c'est la phase d'accélération. C'est vraiment la phase d'accélération et il y aura énormément de choses. Donc si nous-mêmes ne nous mettons pas au pas pour sauter dans ce processus-là et concrètement influencer des choses, nos voix ne vont pas transparaître. Donc nous devons prendre conscience que personne d'autre que nous ne pouvons porter nos propres voix et pouvoir accéder dans ces différents espaces. Donc, résumé, j'ai beaucoup parlé de mes recommandations parce que pour moi, c'est ce qui est très important et comment est-ce que les femmes peuvent vraiment compter dans ce processus. Merci beaucoup, Madame Laure. Il y a des aspects, en fait, de la lutte que nous négligeons très souvent. Parce que moi, en tant qu'homme, simplement parce que j'ai eu la chance d'être informé sur l'importance du respect des femmes, du droit des femmes, sur un certain nombre de principes liés au respect des droits des femmes, cela m'a permis aujourd'hui de gagner un nombre très grand d'hommes qui sont acquis à cette cause. Qu'est-ce que je veux dire par là? Revenons vraiment sur le terrain, à la base. Parce que cette lutte n'est pas dans les conventions. J'ai entendu beaucoup de thèmes. Par exemple, l'égalité des femmes n'est pas respectée. Le progrès de l'égalité de la femme est menacé. Et la première présentatrice a parlé d'examiner les rapports du gouvernement. Oui, c'est vrai qu'il faut examiner les rapports du gouvernement. Au nombre des multiples conventions ratifiées par le Bénin, les conventions sont là, les rapports existent. Mais combien d'OSC ont la possibilité, c'est vrai que c'est en nous, mais combien ont cette possibilité d'aller consulter ces rapports? Peut-être nous qui sommes ici, nous sommes habitués à Internet, aux outils, nous pouvons le faire. Mais celles qui doivent libérer la parole, combien sont-elles? Le tout ne suffit pas de signer des conventions, de signer des papiers. Depuis quand nous avons commencé à signer ces conventions, à signer ces papiers? Le vrai problème, moi, je crois que c'est sur le terrain et au cœur des femmes. Nous devons aller auprès de ces femmes-là
connaître leurs réels problèmes. Nous devons toucher du doigt les problèmes de ces femmes, de quoi elles ont besoin. Il y a plusieurs de ces femmes qui ont besoin d'être sensibilisées.